Gérald de Bloncourt, Ronnie Broman, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes avec vous ce soir pour parler de la catastrophe après ce séisme du 12 janvier à Haïti. Et on se demande un peu si après un tel élan de solidarité, on ne va pas se retrouver avec ce qui s'est passé pour beaucoup de causes, c'est-à-dire l'oubli, et comment on va lutter contre cet oubli. Alors c'est la question dont vous allez débattre. Comment peut-on aider efficacement et durablement Haïti? Alors je vais me permettre de vous présenter tout d'abord. Gérald de Bloncourt, vous êtes photographe, peintre, graveur, poète et militant révolutionnaire d'Haïti. Vous êtes réfugié en France depuis déjà de nombreuses années. Et vous êtes aujourd'hui de nationalité française. Alors où étiez-vous au moment du séisme et comment l'avez-vous appris, ressenti? Comment avez-vous été touché même? Je me mettais au lit avec ma compagne et pourtant je suis complètement cartésien et athée et j'ai senti quelque chose. Je suis descendu à l'ordinateur et j'ai eu la nouvelle tout de suite. Et pendant 3 jours, j'ai dormi 3 heures parce que j'ai tenté d'appeler Haïti pour avoir des nouvelles. Impossible de joindre par téléphone. J'ai su que ma famille avait été survivante, les maisons détruites. Voilà, et puis la liste s'allonge des morts et des survivants. Ah. Vous, Ronnie Broman, vous êtes directeur d'études de la Fondation de Médecins sans frontières, professeur associé à Sciences Po, et vous êtes l'ancien président de MSF de 1982 à 1994. Et on peut dire une référence et une conscience en matière d'action humanitaire. Oui, on fait souvent appel à vous. Vous avez l'expérience. Alors, une question que je voudrais poser à vous deux, devant l'ampleur d'une telle catastrophe, on ne peut pas s'en tenir à la simple fatalité. Et on se demande comment Haïti a-t-il pu subir une telle catastrophe. Il y a des raisons de tous ordres, mais pour vous, quelles sont les principales? Pour moi, les raisons sont qu'on a subi depuis 1804 la première révolution victorieuse des esclaves et des affranchis. Nous subissons toutes les misères possibles de la terre. D'abord, nous avons eu la France à obliger et les Haïtiens à payer 1500 millions de francs or de l'époque, qu'on a payé jusqu'au dernier centime. On a été occupé par les Américains de 14 à 34. De nombreux gens ont été tués, fusillés, etc. Et la lutte il y a toujours eu des luttes en Haïti incessantes et toujours au pouvoir de gangsters, de voleurs qui se sont succédés les uns après les autres. La dernière dictature, la plus grande, la plus infâme, la dictature des Duvalier, par exemple, nous avons eu 60 000 victimes. Et ces victimes ont été causées par les encadrements des macoutes qui ont été formés en France par la gendarmerie française, par exemple. D'ailleurs, vous avez créé un comité pour faire en sorte que Baby Doc, parce qu'il faut savoir que Baby Doc est réfugié en France. Alors, Baby Doc, c'est Jean-Claude Duvalier, pour ceux qui, malheureusement, ne le connaîtraient pas. Il est toujours en France, sans papier, toujours en France. Voilà. Quand il y a un sans-papier haïtien, on le prend à la frontière. Lui, il est là, sans papier. Il est arrivé avec 800 millions de dollars. Il a mouillé un tas de gens. Et la France ne veut pas de procès Duvalier. Pour vous, Ronnie Broman, les raisons de l'ampleur d'une telle catastrophe, on voit des raisons politiques, presque des raisons historiques. Ce ne sont pas les seules, bien sûr. Non, ce ne sont pas les seuls, mais une catastrophe naturelle, c'est d'abord un événement naturel et un contexte politique. L'événement naturel, c'est le séisme. Les suites du séisme, elles sont très largement conditionnées par l'habitat, la qualité des maisons, la densité urbaine, le niveau sanitaire général. Donc on considère par exemple qu'un nombre très important de victimes aurait pu être évité si l'habitat avait été mieux conçu, si l'urbanisme avait été mieux adapté. Mais enfin, des bâtiments quand même importants, comme des hôtels, comme l'UNESCO, enfin des bâtiments dont on pouvait considérer que peut-être ils respectaient un certain nombre de normes de construction, se sont écroulés. D'après les spécialistes, il semble qu'ils respectaient surtout des normes anticycloniques. Et là, il faut aussi faire la part de la fatalité. La quantité de béton qui a été utilisée pour les bâtiments à Port-au-Prince est, semble-t-il, en rapport avec le souci de se protéger contre les cyclones, puisqu'on sait que la Caraïbe est une zone cyclonique très importante. Du coup, ce qui protégeait contre les cyclones était un risque supplémentaire pour le tremblement de terre. Là, il faut aussi reconnaître qu'il y a des arbitrages, que nous sommes des êtres humains et pas tout puissants, et qu'il y a des moments où il faut bien le reconnaître. Non, mais on peut se demander comment il se fait que la communauté internationale a préféré la dictature. Est-ce qu'il y avait une crainte qu'Haïti devienne un second Cuba et que... Nous étions à côté de Cuba. Et vous avez vu ce qui s'est passé depuis dans toute l'Amérique latine. Et c'est ce grand mouvement anti-impérialiste américain qui s'est développé dans différents pays de l'Amérique centrale, de l'Amérique latine. Et ils avaient peur que nous passions, disons, à une position vraiment anti-impérialiste. Bon, alors, à la date d'aujourd'hui, en gros, l'idée de la présence américaine, on a vu qu'elle s'est trouvée impérieuse, puissante, forte et qu'elle a un peu gêné. Votre sentiment sur cette aide américaine?
Mon premier sentiment, y compris sur le plan chronologique, c'est-à-dire ce que j'ai éprouvé en premier, ça a été d'une certaine manière un soulagement. Oui. Parce que la voie d'accès à Haïti était l'aéroport. Cet aéroport était très endommagé, il ne pouvait pas accueillir un flux d'avions suffisant. Et seuls les Américains, il faut bien le reconnaître, étaient capables de remettre en état la piste et de faire arriver des secours. La suite n'est pas forcément de la même eau. On attend des Américains que, du fait de leur puissance, ils puissent sécuriser un certain nombre de postes fixes. Comment est-ce qu'ils vont se déployer à Haïti? Est-ce qu'ils sont là pour rester des années? Est-ce qu'ils vont commencer, par exemple, aussi à faire la police dans les rues? Ça, c'est une toute autre affaire. Et personnellement, je crains que cela n'arrive. Ça a été plus ou moins annoncé. Hillary Clinton et Obama l'ont laissé entendre. Et ça, ce serait une recette pour du chaos surajouté, me semble-t-il. Ça vous fait peur? Ça nous fait absolument peur parce que nous avons une quantité d'intelligence. À Haïti, il y a eu 17 prix littéraires adressés aux écrivains haïtiens cette année, par exemple. Nous avons des architectes, des médecins, enfin, on a beaucoup de forces vives dans le pays et à l'extérieur. Tout le monde est prêt à se mettre à disposition et il est absolument impératif que les Haïtiens, en tant que tels, participent à la reconstruction du pays. Et on sent un peu le coup de mise sous tutelle. Oui. Alors ça nous effraie parce que il faut préserver la dignité de ce peuple. Alors, où on en est maintenant? Ce qui est important, c'est d'être constructif. Ce qui vous paraît prioritaire, Ronnie Broman. Aujourd'hui, ce qui est encore prioritaire au moment où nous parlons, ce sont les secours d'urgence et, disons, l'aide à la survie de façon plus générale. Mais c'est aussi un effort, disons, d'ordre logistique qui est en train d'être accompli. Hein. Oui, je n'annonce pas quelque chose à faire. Mais oui, donc pour abriter effectivement les gens, pour réouvrir les voies d'accès maritimes, car seul l'abord maritime permettra de hisser les secours au niveau requis, et puis distribuer naturellement de l'eau, en sachant que Port-au-Prince est structurellement déficitaire en eau, disons, de qualité potable, de qualité minimum. Il faut aussi prendre garde dans le filtrage de l'aide aux effets économiques immédiats. On l'a vu dans ces grandes opérations où interviennent de très nombreux acteurs. On a vu le phénomène économique qui est un peu déconcertant, mais qui est important pour la population, d'explosion des prix et d'inflation. Donc, parce que sur une petite sur une économie quand même au contour limité, se déversent des moyens considérables et ça fait exploser littéralement les normes habituelles. Alors juste pour relayer, parce qu'il y avait une parole qui avait été prononcée à une époque, arrêtez de donner. Est-ce qu'on est aussi dans cette situation-là? Est-ce qu'il y a un moment où il va falloir se dire arrêtez de donner, ce n'est pas le moment où, plus exactement, il faut passer à autre chose? Non, mais c'est... Oui, non, mais c'est une question très importante, en effet. En tout cas, du point de vue des acteurs humanitaires privés. Au moment, cette question disons, d'une surabondance de dons, elle s'est posée au moment du tsunami. Oui, c'est pour ça que mais justement, elle permet de voir en quoi le tsunami différait, enfin les conséquences du tsunami différaient de ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y avait pas, contrairement à ce que l'on pouvait croire à l'époque, à ce que certains disaient, il y a eu controverse là-dessus, il n'y avait pas de situation d'urgence vitale. Personne n'attendait l'aide internationale pour être sauvé. L'aide internationale était utile pour la reconstruction, mais l'urgence, elle, était très très limitée. C'est tout le contraire. Enfin, la reconstruction sera très importante aussi, mais là, l'aide d'urgence, l'aide vitale, elle est d'une importance énorme, elle est absolument primordiale, essentielle. Donc il ne s'agit pas d'arrêter l'action d'urgence, mais il faut aussi savoir que chaque acteur d'urgence, en dépit des efforts qu'il peut faire pour accroître son domaine d'intervention, pour le tirer au maximum, chaque acteur d'urgence a des capacités qui sont limitées. Et il n'y a pas de parallélisme strict entre la quantité de dons qu'on reçoit et la quantité de secours qu'on peut mettre en œuvre. Donc il y a un moment où ça se croise. C'est ce moment-là qu'il faut prévoir pour dire aux donateurs, écoutez, merci de cette générosité, mais là, nous ne pouvons pas faire plus avec l'argent. Disons, une question de confiance avec les donateurs qui est aussi importante pour financer sur le plan privé des catastrophes à venir. On n'est pas encore au moment où... On y arrive. On y arrive. Ouais. Je ne peux pas dire... Ce sera sans doute différent pour différentes organisations, mais on y arrive. Gérard Moncourt, est-ce que ce n'est pas l'occasion, on va parler, de donner une dimension politique, de revoir et de reconsidérer l'organisation politique d'Haïti? Disons que dans cette grande misère, dans ce désastre, dans cette catastrophe, nous avons peut-être la chance de reconstruire un pays. Voilà. Vous dites la chance. Voilà. Oui. Vous dites c'est une opportunité pour vous, vous pensez pour Haïti? Je pense, oui. Alors d'autres problèmes, les enfants. C'est-à-dire que dans tous ces orphelinats ou tous les organismes qui recueillent des enfants rôdent d'un trafic, tout simplement. Il y a toujours du trafic d'enfants partout.
c'est généralement un trafic d'adoption. Oui. Ce sont généralement des avocats véreux qui On n'est font pas dans des l'arche de affaires. Zoé pour les... Mais il y a eu une micro-arche de Zoé, d'après ce qu'on a pu entendre du côté américain. Une organisation caritative américaine était sur le point d'embarquer avec des enfants qu'elle avait attrapés je ne sais trop où. Ça, c'est un point auquel il faut vraiment veiller. Je pense qu'aussi bien l'ONU que les autorités haïtiennes, que les ONG elles-mêmes doivent reprendre le message qu'il faut faire attention à cela. Dans les milieux adoptants, malheureusement, il y a souvent des parents qui sont dans une situation affectivement désespérée et qui sont prêts pratiquement à tout pour cela. Eh bien, il faut leur expliquer que même s'il y a de l'adoption à faire, c'est plus tard, dans des conditions réglées, décentes, qu'il faut pouvoir le faire. Serge, oui. Je voudrais aussi dire que notre patrimoine culturel, une grande partie est actuellement par terre. Tous les musées sont cassés. Oui. Et vous savez ce que c'est que la peinture haïtienne. Oui, absolument, La il faut peinture le haïtienne, dire. c'est vraiment le défi à la désespérance. C'est un cri, c'est une création extraordinaire Alors, je voudrais- qui a fait le tour du monde. Voilà, ça me donne l'occasion de présenter cet ouvrage dont vous avez écrit la préface, Rêver d'Haïti en couleur. C'est chez Sidi HK, Franz Michaud et Jean-Robert Léonidas. Voilà, j'ai envie mais je ne peux pas montrer tout ce livre, mais il est superbe et donne une idée d'Haïti, une idée en couleur, cette vivacité, cette force. C'est ce qu'il faut, je crois, aujourd'hui retenir d'Haïti. Vous avez tous les deux souhaité, c'est bien, ne pas être dans la déploration. Hein, Haïti ne demande pas ça. Et je crois que chacun vous avez éclairé joliment à votre manière ce que Haïti veut et ce qu'on peut faire pour lui. Je voudrais citer dans la collection Recto Verso, aux éditions du Cygne, Ronnie Broman, Humanitaire, Diplomatie et Droits de l'homme, une préface de Todorov, s'il vous plaît, si je puis dire. Et Gérald Boncourt, Messager de la tempête, André Breton et la Révolution de janvier 1946, c'est au temps des cerises. Voilà. Pensez Haïti, Haïti a besoin de nous pendant longtemps, c'est surtout ça qu'il faut dire. Et on reviendra régulièrement pour penser Je veux Haïti. adresser un immense Je vous en merci prie. au peuple français qui a plus de 50% à contribuer à nous aider. Bien sûr, de temps en temps, il faut remercier le peuple français. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci Gérald Boncourt.